Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo D'abord, meilleurs vœux, bonne année, première vidéo de la saison 2. Oui, j'ai décidé que les saisons seraient calquées sur le calendrier. Donc bienvenue pour cette saison 2 de Quoi de neuf. Et on va commencer sur les chapeaux de roue parce qu'il faut bien admettre quand même que cette première semaine de janvier 2020 eh bien, est assez costaud. Je ne parle pas évidemment du suivi des manifestations et grèves en France contre la réforme des retraites. Et comme je l'avais dit dans de précédentes vidéos, il semble bien que le gouvernement, de toute façon, en a rien à cirer, qu'ils vont aller jusqu'au bout. Sauf que ce qui dérange un peu, c'est le fait que ait été exposée la société BlackRock dans un processus qui, à terme, dans la réforme, n'est pas un acteur essentiel, mais le sera de toute façon, tôt ou tard. Ça, n'en doutons pas, leur présence et leur influence auprès du gouvernement et ont eu plusieurs contacts depuis ces quelques dernières années avec les différents gouvernements, que ce soit sous Hollande ou sous Macron, veut bien faire la preuve qu'il y a bien anguille sous roche. Petite info qui est tombée il n'y a pas longtemps, je crois ce matin, ce sont des manifestants qui ont essayé de pénétrer le siège de BlackRock France en guise de protestation, en guise de manifestation. Dans la vidéo aujourd'hui, on va parler évidemment de ce qui est aujourd'hui fait l'objet de toutes les spéculations, voire même de Troisième Guerre mondiale. C'est évidemment ce qui se passe au Moyen-Orient. Le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran. Alors, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, et surtout ici aux États-Unis où les médias sont fidèles à eux-mêmes, faire du show, du spectacle, faire peur aux Américains pour derrière peut-être légitimer et imposer l'idée aux Américains que finalement on va essayer d'aller chercher leur consentement d'une nouvelle guerre, sauf que eh bien, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre, pourquoi? Parce que on est exactement dans le même schéma que ce qui s'est passé il y a, je crois, un an ou 2 ans avec la Corée du Nord. C'est-à-dire que c'est un bras de fer. C'est un bras de fer diplomatique, c'est un bras de fer géopolitique. Alors à ceci près que là, en effet, là où avant avec la Corée du Nord, c'était des missiles qui étaient envoyés pour faire peur, là, il y a quand même eu un ciblage bien précis de la part des Américains sur le fameux général Soleimani. Soleimani qui était une figure emblématique de l'influence chiite, plus particulièrement concernant l'Iran, avec l'Irak. Mais fondamentalement, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est tout simplement c'est la présence américaine. C'est, après une guerre en Syrie qui a été un véritable échec, c'est la présence américaine sous, soi-disant, l'égide de l'ONU, je crois, qui commence à gêner considérablement les Irakiens. Mais en réalité, on est toujours dans le même schéma, c'est-à-dire que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est une nouvelle agression, c'est une nouvelle tentative d'essayer d'amoindrir l'influence chiite dans le Moyen-Orient. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que le Moyen-Orient est aujourd'hui divisé en deux idéologies, on va dire politiques et religieuses majoritaires, qui sont les sunnites et les chiites. On a le fameux croissant chiite, le principal étant l'Iran, mais passant jusqu'au Liban avec la Syrie, même si un certain nombre de pays ont des mouvances chiites un peu différentes, comme par exemple la Syrie. Bachar al-Assad n'est pas un chiite religieux, c'est un chiite laïque, qui fait partie d'une mouvance qu'on appelle les Alaouites, qui est une mouvance dissidente, on appelle ça. Mais ça reste quand même des mouvances qui ont des liens plus ou moins étroits avec le chiisme religieux, plus particulièrement de la République islamique d'Iran. Et en face, vous avez les sunnites. Les sunnites, les plus représentatifs étant les saoudiens, qui sont les défenseurs du wahhabisme. Et voilà, on a une situation assez explosive, et entre les deux, évidemment, il y a un pays qui a aussi ses influences, c'est Israël, ne nous le cachons pas. Je rappelle rapidement que les Saoudiens et les Israéliens ont le même objectif, c'est à terme réussir à se débarrasser du chiisme, tout du moins le réduire à l'état de rien, pour ensuite commencer à développer le grand projet de territoire souverain, idéologique, politique, religieux,
mais ça, le religieux est un petit peu le faux prétexte, que ce soit de la part d'Israël que des Saoudiens. Les Saoudiens veulent construire le grand califat, même si ils ont beaucoup de difficultés à s'entendre finalement avec les deux autres grands partenaires du Moyen-Orient que sont les Émirats arabes unis et le Qatar. Surtout avec le Qatar, hein, il y a eu quand même quelques petites querelles assez protubérantes, on va dire. Et puis Israël aussi, qui veut construire aussi son grand Israël. Donc voilà, il y a des conflits d'intérêts qui de toute façon arriveront à terme, même si demain le chiisme est complètement annihilé dans son influence sur la région. Pourquoi je considère que pour l'instant c'est du bras de fer? Tout simplement parce que même si un général a été tué, même si les Américains ont été tués, mais ailleurs, en toute honnêteté, les Américains n'ont absolument pas les moyens d'aller faire une guerre au Moyen-Orient. Déjà qu'ils ne sont pas intervenus directement en Syrie, ils n'ont fait que des actions à distance, avec des drones, avec des attaques aériennes ciblées, ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Le seul problème, c'est que, oui, en effet, les Américains pourraient s'amuser à faire ça en Iran, mais et après, on fait quoi? La leçon de l'Irak, c'est ça, c'est que détruire des positions stratégiques et ensuite envoyer des hommes sur le terrain, une fois que vous êtes sur le terrain, vous êtes confronté à ce qu'on appelle la guérilla. La guérilla, la résistance, et ce qui fait que l'Afghanistan, comme l'Irak, sont des pays où c'est le chaos. Je ne parle même pas de la Libye, où la Libye, là, actuellement, vous avez maintenant une intervention turque qui fait énormément polémique et qui met dans une situation très instable un général, je crois que c'est le général Haftar, qui est à l'origine de cet accord, mais qui déplaît considérablement aux autres sections, on va dire tribus, on va dire, en Libye. Donc voilà, on est dans un bordel pas possible, quoi. Et en ce qui concerne l'Iran, ce qui est problématique aussi, c'est de savoir que les mollahs sont relativement affaiblis. Ce qui détermine la puissance et la résistance et l'autorité des mollahs iraniens, c'est tout simplement parce qu'ils ont derrière eux, évidemment, la police, l'armée et surtout les fameux gardiens de la Révolution. On a vu d'ailleurs cette influence aujourd'hui lors de manifestations pour les obsèques de ce fameux général, où on a vu des images avec des foules pas possibles, etc. Le problème, c'est qu'évidemment, on est quand même dans un pays qui a une politique assez totalitaire, qui jongle énormément avec la peur et qui, des fois, impose aux gens de faire ce que les gens n'ont pas envie peut-être de faire ou ne sont pas dans l'esprit de le faire, mais ils sont obligés de le faire quand même, parce que sinon, ce serait un problème pour eux. Donc voilà, on est quand même toujours dans la problématique de ces méthodologies politiques internes à ces pays. Alors, même si par le passé j'ai défendu la souveraineté de l'Iran. J'ai défendu la souveraineté de l'Iran parce qu'on sait pertinemment que les attaques qui sont faites contre l'Iran le sont faites non pas pour libérer un peuple, mais aussi derrière pour mettre la main mise sur les ressources énergétiques, sur les matières premières que possède l'Iran. Et l'Iran est un pays très riche. On ne parle pas que du pétrole, il y a aussi beaucoup de minerais, il y a du gaz. Et c'est d'ailleurs le même sentiment qui m'a été partagé par des Iraniens eux-mêmes qui vivent aujourd'hui en Iran, mais qui de temps en temps réussissent à venir passer quelques jours aux États-Unis. Et ils le disent eux-mêmes. Nous voulons être aidés, par des pays, mais des pays qui ne veulent pas derrière nous priver de nos intérêts, de notre patrimoine économique. Et c'est pour cette raison que les Iraniens, le peuple iranien est très très réticent à recevoir des aides pour se soulever éventuellement des Américains, parce qu'ils savent que derrière va y avoir une oligarchie bourgeoise corrompue au libéralisme capitaliste courant, ce qui a été fait d'ailleurs, ce qui s'est produit d'ailleurs en Ukraine. Hein. Je veux dire, en Ukraine, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins réussi à donner du pouvoir assez important aux oligarques ukrainiens pour maintenir un régime au bout d'un moment, les Ukrainiens se sont rendus compte que c'était pas ça du tout ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient. Donc voilà, c'est très problématique. Qui peut aider les Iraniens aujourd'hui? Il y a éventuellement l'Union européenne, mais l'Union européenne est aujourd'hui, on l'a bien vu, hein, avec Macron qui suit les yeux fermés Donald Trump. Après, qu'est-ce qui reste? Il reste la Russie. Le seul problème, c'est justement là que moi j'ai un petit doute quand même,
c'est que la Russie est un allié de l'Iran, du gouvernement iranien actuel, tout comme la Chine et l'Inde, puisque je rappelle que l'Iran fait partie des fameux BRICS. Hein. BRICS, c'était cette coalition économique et politique qui avait été construite pour essayer de mettre en opposition, plus particulièrement à l'hégémonie occidentale, une structure organisée, mais qui malheureusement n'arrive pas trop à s'organiser en réalité, puisque on a vu que le Brésil a été déstabilisé, l'Afrique du Sud c'est une catastrophe parce qu'il y a aujourd'hui un bouleversement à la fois politique et social dans le pays. L'Inde qui est en plein boom, mais il y a un moment donné où pareil, ils vont arriver au même niveau que la Chine, c'est-à-dire que ça va commencer à coincer sur le plan économique. Donc il reste encore à la limite la Russie, mais la Russie, pareil, si la Russie s'est équipée avec un équipement militaire moderne, aujourd'hui la Russie n'est pas à même de mener aussi une guerre. Et c'est là que je veux en venir, c'est que depuis le début de cette crise, on a vu la Russie plus ou moins inspirer, je dirais, une sorte de soutien à l'Iran, mais assez timide. Tant que les Chinois, on n'a pas de nouvelles. Donc, il faut bien comprendre que si jamais il y a véritablement une guerre en Iran, ça va incrémenter des intérêts et des alliances. Or, j'ai l'impression que les médias, justement, essaient d'éviter de trop interpeller le public, les gens sur justement ces alliances qui existent, que ce soit au niveau américain, que ce soit au niveau iranien. Donc c'est pour ça que je me dis, tout ça, c'est une foire. C'est une foire, c'est une empoignade géopolitique. Alors, après, je peux me tromper, peut-être que justement cette empoignade a pour but d'essayer d'impliquer justement ces alliances, c'est-à-dire à un moment donné de pousser les alliances à confirmer leurs alliances, ou au contraire de dire, bah non, nous, là, ça va trop loin, donc là, on se repose sur la communauté internationale, etc. Moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait, la Russie, j'ai plutôt l'impression que Poutine n'est pas un pro, n'est pas un fan du gouvernement islamique lui-même, essaie de se battre contre l'islamisme radical dans son pays. La Chine, j'en parle même pas, parce qu'eux, ils sont en train d'essayer de conditionner, voire d'expulser comment on les appelle, les Zoumirs, les Youmirs, enfin c'est cette communauté chinoise musulmane. Donc, s'il y a déstabilisation à faire du régime iranien, il faut le faire de l'intérieur. Et je pense que, à mon avis, les Russes, les Chinois ont derrière la tête, mais ils ne sont pas du tout prédisposés à faire de l'affrontement comme ça, même si, comme je l'ai dit, le régime des Mollahs est très affaibli. Et peut-être qu'en effet, si un conflit naît en Iran, forcément les Saoudiens, les Israéliens sont derrière les Américains, peut-être qu'en effet l'Europe aussi, etc. Et il y a de fortes chances qu'en effet ça fera comme en Irak, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, ça va être vite torché, puisque de toute façon, technologiquement, les Iraniens n'ont pas les niveaux pour pouvoir résister, si vous voulez. Mais une fois que vous avez détruit et déstabilisé un pays, quand vous voulez instaurer quelque chose, vous l'instaurez comment? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Iraniens ne veulent pas des Américains, parce qu'ils savent que les Américains vont mettre la main mise sur toutes les ressources énergétiques et les matières premières en Iran, et faire finalement de l'Iran un pays asservi aux autorités, aux intérêts américains, comme l'Irak l'a été, à ceci près que l'Irak, c'est que quand ils ont installé le processus démocratique, ils ne s'attendaient pas à ce que le gouvernement élu soit un gouvernement, enfin tout du moins l'autorité politique élue démocratiquement soit chiite. Ça a été un petit peu l'écueil, on va dire, dans les relations entre Américains et certains alliés du Moyen-Orient, plus particulièrement les Saoudiens et les Qataris, raison pour laquelle les Qataris d'ailleurs, en ce qui concerne la Syrie, ont été à l'origine de la déconnade pas possible concernant la construction d'un califat, en intégrant et en poussant des terroristes islamistes, djihadistes, Al-Qaïda et compagnie. Donc voilà, pour moi ça ressemble plus, encore une fois de plus, à un bras de fer pour essayer de tâter le terrain, pour essayer de voir jusqu'où on peut aller avec l'Iran, et peut-être provoquer une réaction au niveau du peuple. Mais le peuple, on a vu ce qui s'est passé, ils se sont fait réprimer de façon très violente et très brutale récemment.
Donc, pour moi, il y a peu de chances qu'il y ait une guerre. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce que tous les pays sont actuellement dans des situations de crise sociale et économique assez importantes, y compris les États-Unis, même si les apparences prouvent le contraire. Donc voilà, c'est à suivre. Euh, à suivre, mais attention, ne prenez pas comme argent comptant ce que les médias vous disent. Ils essaient de vous faire peur, parce que justement par la peur, si au cas où en effet il y a conflit, on ait le consentement des peuples pour aller frapper l'Iran. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de la saison 2 de Quoi de neuf.